L'Argentine a tout ce que l'on pourrait souhaiter d'un pays. Et pourtant, depuis 80 ans, c'est un cas désespéré. L'Argentine a fait défaut sur sa dette 9 fois. En moyenne, ils connaissent une hyperinflation tous les 11 ans environ. L'inflation à deux chiffres est chronique, ce qui a entraîné de multiples dévaluations importantes de la monnaie. Ces crises reflètent son histoire de dirigeants mal avisés, de corruption politique et d'occasions gâchées. L'Argentine a parmi les terres agricoles les plus fertiles du monde. Elle est totalement autonome en énergie grâce à ses riches ressources éoliennes, solaires, pétrolières et gazières. Géographiquement, elle est située loin de toute grande puissance militaire, et les voisins de l'Argentine sont petits ou dysfonctionnels. Pourquoi les choses changeraient-elles dans les décennies à venir ? Les politiques économiques de copinage à courte vue pourraient enfin prendre fin. En décembre 2023, l'Argentine a élu Javier Milei président. Cet économiste de carrière a un plan audacieux pour relancer l'économie argentine, aussi original que sa coiffure. Je ne suis pas venu ici pour guider des moutons, je suis venu pour réveiller des lions et ils se réveillent. Début 2024, la pauvreté en Argentine a atteint 57%, un record en 20 ans. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est aussi l'une des aventures les plus passionnantes et prometteuses de l'histoire économique moderne. Dans cette vidéo, nous expliquons comment l'Argentine en est arrivée là. Le plan de Milei pour sortir son pays de cette situation et l'énorme récompense qui pourrait les attendre dans les années à venir. L'Argentine était l'une des nations les plus riches du monde, dans les années 1910, plus riche que la France, au même niveau que les États-Unis et le Royaume-Uni. À cette époque, l'économie argentine prospérait grâce aux exportations agricoles, profitant de la demande mondiale de bœuf et de céréales. Le produit intérieur brut par habitant du pays était l'un des plus élevés au monde, grâce au prêt de feu l'Empire britannique. Mais au début de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne devait être remboursée. Cette demande est arrivée alors que le conflit mondial perturbait le commerce et diminuait les revenus d'exportation de l'Argentine. L'Argentine a traversé une crise de liquidité avec des revenus en baisse et aucun nouveau financement pour ses dettes. La pression financière a empêché l'Argentine d'honorer sa dette, menant au défaut de paiement. Après la guerre, l'Argentine est redevenue une puissance majeure du blé, maïs, porc, bœuf et pétrole grâce à des fonds empruntés. Mais ensuite, la Grande Dépression a frappé et le pays est de nouveau tombé en crise. Les 30 années suivantes ont été marquées par des coups d'État militaires et un modèle économique très néfaste, le péronisme. Après l'arrivée au pouvoir du colonel Juan Domingo Perón, son gouvernement désordonné a combiné les pires aspects du socialisme et du fascisme, nationalisant et mal gérant les chemins de fer, compagnies aériennes, commerce extérieur et autres industries. Le péronisme allait devenir un pilier de la politique argentine pour le demi-siècle suivant, tout comme l'inflation chronique et les crises de la dette. L'Argentine a fait défaut en 1982 et subit une grave récession fin des années 80. Les déficits budgétaires, financés par l'impression de monnaie, ont conduit à une hyperinflation en 2001. La mauvaise gestion financière a provoqué chômage massif, troubles sociaux, crise bancaire et le plus grand défaut de dette souveraine de l'histoire. Mais les dirigeants argentins n'ont pas tiré les leçons de leur expérience dans les années 2010. Les dépenses publiques élevées, le contrôle des prix et les restrictions d'accès à la devise étrangère ont de nouveau déclenché une forte inflation qui n'a pu être maîtrisée que par des contrôles stricts d'échange. En 2018, le gouvernement a sollicité le Fonds monétaire international, concluant un prêt record de 57 milliards de dollars. En 2023, les Argentins en ont eu assez et se sont tournés vers un nouveau dirigeant pour changer le cours du pays. Ils en ont trouvé un sous la forme d'un économiste fougueux, avec une vision du futur résolument différente. Dès son élection, Javier Milei a rapidement lancé d'importants changements. Son équipe exécutive a publié un décret de déréglementation face à une inflation mensuelle de 20%. Les dirigeants précédents proposaient tôt des solutions à court terme, mais Milei a préféré s'attaquer à la cause profonde.
Son décret de déréglementation, un ordre exécutif, devait être rejeté par les deux chambres pour être annulé. C'est un outil courant des présidents argentins, et Milei n'est pas le plus agressif. Son décret de déréglementation comportait de nombreux changements importants visant à permettre l'économie de marché et à réduire les contrôles d'échange. Les contrats de location peuvent maintenant être établis en toute devise étrangère et les juges ne peuvent plus convertir le prix en pesos. Les dettes doivent être payées dans la même devise. Il a aussi supprimé le contrôle des loyers, laissant le marché fixer un prix d'équilibre. Milei a supprimé les contrôles et quotas d'exportation ainsi que la régulation des prix pour libérer le commerce des entreprises. Sa politique du ciel ouvert a ouvert l'Argentine aux compagnies aériennes internationales. La protection des compagnies aériennes nationales par les gouvernements a causé inflation des effectifs et inefficacité. Le décret a supprimé les plafonds de prix des plans de santé et autorisé la vente de médicaments génériques comme l'aspirine hors pharmacies. C'est la norme dans de nombreux pays, mais toutes les pharmacies ont aussitôt crié à la catastrophe. Imaginez des épiceries incapables de vendre du Tylenol sans licence. Toutes ces stratégies permettent aux entreprises de concurrencer librement, ce qui signifie que les Argentins finiront par obtenir les meilleurs produits et services au lieu de simplement protéger des intérêts anciens et enracinés. Milei a un mandat de 4 ans, donc nous devrions nous attendre à ce que ces mesures restent en place pour les prochaines années. Certains de ses plans les plus audacieux nécessitent l'approbation législative. Ne me rejetez pas la faute. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer l'énorme potentiel inexploité de l'Argentine, dont la géographie pourrait être la deuxième meilleure après celle des États-Unis. L'Argentine possède la 4e plus grande superficie de terres agricoles, arables en zone tempérée, et elle est surmontée par l'un des plus grands estuaires du monde. Ce n'est pas le bassin du Mississippi, mais c'est proche. Toutes ces terres arables, sans besoin d'irrigation, peuvent de nourrir la population argentine, avec un surplus de nourriture à vendre. Les pays en insécurité alimentaire paieront volontiers pour cet excédent, car 20% des produits agricoles importés par la Chine proviennent du Brésil. L'Argentine bénéficie d'une géographie garantissant une sécurité mondiale. Situé à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, le pays est éloigné des grandes puissances mondiales. Il y a 11 000 km jusqu'à Miami ou Londres, même l'Afrique est à 8 000 km et le canal de Panama détourne la majeure partie du trafic maritime mondial loin des eaux argentines. On ne pourrait pas imaginer une ligne d'approvisionnement plus longue pour un adversaire étranger. À sa frontière ouest se trouve la cordillère des Andes, qui sert de barrière de sécurité supplémentaire, donc c'est sécurisé, le pays peut se nourrir lui-même. Et pour l'énergie ? Eh bien, c'est déjà le 3e producteur mondial de schiste. Au milieu du XXe siècle, c'était un important exportateur de pétrole et de gaz. Après avoir construit les infrastructures, il pourra figurer parmi les 10 premiers producteurs d'énergie solaire et éolienne. Peux-tu croire que ce billet de loterie a été gaspillé pendant le siècle dernier ? Cela prouve en quelque sorte que la géographie ne garantit pas les résultats d'un pays. Revenons au salut de l'Argentine. Lorsqu'une économie a été aussi mal gérée pendant des générations, les moyens d'acheter des voix, d'enrichir les politiciens et de voler les gens ordinaires deviennent institutionnalisés. Le gouvernement ne se dirige pas facilement comme un hors-bord. C'est un paquebot de croisière avec peu de manœuvrabilité. Donc la proposition de Milei est de démonter le paquebot qui est devenu extrêmement coûteux à entretenir. Ministère de l'Environnement et du Développement durable dehors, ministère des Femmes, du Genre et de la Diversité dehors, ministère des Travaux publics dehors. Même si tu résistes. Dans la vision de Milei, cela signifie éliminer 11 des 19 ministères du gouvernement. En Argentine, 55% des travailleurs enregistrés sont employés par le gouvernement, et ce taux atteint 70% dans certaines provinces. C'est bien supérieur aux moyennes régionales et mondiales. L'emploi dans le secteur public en Amérique latine représente en moyenne seulement 12%, et celui des États-Unis est également de seulement 12%. Où travailleront les gens si ces ministères ferment ? Beaucoup d'industries nationalisées seront privatisées. Récemment, le transfert des actifs publics vers le secteur privé est devenu une tendance mondiale.
Le gouvernement indien a lancé une importante campagne de privatisation, y compris la vente d'Air India à Tata Sons en 2021. À la suite de la crise financière, la Grèce a privatisé un certain nombre d'actifs appartenant à l'État dans le cadre de ses accords de sauvetage avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Cela inclut la privatisation des ports, aéroports et de la loterie nationale. La vente du port du Pirée à COSCO Shipping Corporation en est un exemple frappant. Dans le cadre de la Vision 2030, l'Arabie saoudite prévoit de privatiser certains secteurs auparavant étatiques, dont les services publics et les aéroports. Le plan le plus ambitieux comprend l'introduction en bourse partielle d'Aramco, la compagnie pétrolière détenue par l'État, qui a été partiellement réalisée en 2019, devenant ainsi la plus grande introduction en bourse au monde. Pour réussir, Malais devra obtenir l'approbation législative. Et comme de nombreux responsables publics utilisent ces industries nationalisées pour s'attirer des faveurs, ils vont se battre bec et ongles contre cela. Un député a voulu s'enterrer vivant pour protester, mais comme un vrai fonctionnaire, il n'a jamais fini. Cela assainira le bilan du pays et attirera des investisseurs pour la compagnie aérienne phare et la principale entreprise énergétique d'Argentine. Et d'autres secteurs clés devraient aider à rembourser la dette et à améliorer le fonctionnement de ces services essentiels. Pendant que Malai attend que cela soit adopté par la législature, il a réduit de 98% le financement discrétionnaire aux provinces. Nous avons licencié 50 000 employés publics et n'avons pas renouvelé 10 000 contrats arrivés à expiration. Nous avons supprimé 200 000 programmes sociaux attribués irrégulièrement et réduit de 98% les transferts discrétionnaires aux provinces. En même temps, nous avons aussi supprimé les travaux publics, une grande source de corruption. Milei rencontre aussi le Fonds monétaire international pour emprunter 15 milliards de dollars, unifier les taux de change et accélérer la dollarisation. Qu'est-ce que cela signifie ? Les gouvernements argentins ont fixé un taux officiel de conversion peso-dollar, mais il y a quelque chose de louche. Le marché du dollar bleu est en réalité un marché noir où la différence de valeur entre le peso argentin et le dollar américain est fixée par les forces du marché. L'existence d'un écart de 30% entre ces taux indique un manque de confiance dans le taux de change officiel et dans les politiques économiques. En prônant l'unification des taux de change, Mallet cherche à éliminer cette disparité visant un taux de change unique accepté par le marché. Cela accélérera la dollarisation de l'Argentine. Imaginez à quel point il serait difficile de gérer une petite entreprise dans un environnement où la même monnaie fluctue entre plusieurs valeurs, selon l'endroit où vous l'échangez. Vous comprenez pourquoi, sous les anciens gouvernements, l'entrepreneuriat et les petites entreprises ont souffert. Le plan de Mallet n'impose pas la dollarisation par la loi, mais la rend possible via le libre marché. Les entreprises groupantes qui commercent à l'international pourront fixer le prix de leurs biens et services en dollars américains de manière générale. Et il existe plusieurs exemples au cours des 2 dernières décennies où la dollarisation a été un succès. L'Équateur et le Salvador ont adopté le dollar américain au début des années 2000 pour lutter contre l'hyperinflation, stabiliser leurs économies et attirer les investissements étrangers. Après l'hyperinflation et la crise financière, le Zimbabwe a adopté un système multidevises incluant le dollar américain. Cela, associé à d'autres réductions des dépenses, a déjà commencé à désamorcer la bombe de la dette hyperinflationniste que les précédents présidents argentins avaient accrochée au cou de leur pays. En janvier, le gouvernement argentin a affiché son premier excédent en plus de 12 ans. La privatisation et la dollarisation aident aussi à éliminer la corruption. Mallet affirme que les politiciens argentins, par le biais du seigneuriage, volent 5 points du produit intérieur brut au peuple argentin. C'est probablement la plus grande résistance de ces voleurs qui veulent continuer à voler les bons argentins. la dollarisation alignerait aussi l'Argentine avec un bloc commercial occidental dirigé par les États-Unis dans la prochaine décennie. Et elle s'éloignerait de la Chine, le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Argentine. Si l'économie argentine s'améliore, tout est possible. Elle possède des ressources naturelles et un environnement sûr qui lui permettent de garder ses avantages dans un monde en déclin.
Elle dominera les années 2030 si elle élimine le péronisme, devient exportatrice d'énergie et participe à l'approvisionnement agricole d'un monde plus affamé. Mais que se passerait-il s'il faisait dit plus? Les îles Malouines, au large de l'Argentine, sont un territoire britannique d'outre-mer depuis 1833. Les îles Malouines sont disputées depuis des années entre le Royaume-Uni et l'Argentine, qui en revendiquent la souveraineté et les appelle Malouines. Alors que l'Argentine est en pleine ascension, le Royaume-Uni semble aller dans la direction opposée. Dans la prochaine décennie, il pourrait y avoir une opportunité de leadership à Buenos Aires. Pour y revenir, 2033 signera le 200e anniversaire. Une vidéo arrive bientôt sur pourquoi l'avenir du Royaume-Uni n'est pas si prometteur. Aimez et abonnez-vous pour ne pas la rater.